Bonjour pour ceux qui sont dans les Antilles et bonsoir ceux qui sont dans l'Hexagone et bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes actuellement plus de 3000 connectés. Donc je me présente, Pierre Gabache, je suis médecin et je suis directeur adjoint de la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à la Haute Autorité de santé. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour vous présenter des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé sur le diagnostic et la prise en charge du TDAH chez l'enfant et l'adolescent. Nous avons avec nous plusieurs experts qui sont tous membres du groupe de travail. Christine Gétin, qui est représentante des usagers, le professeur Olivier Bonneau, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, qui est président du groupe de travail, le professeur Aude Charolais, qui est pédiatre et neuropédiatre, le docteur Virginie Degré, qui est médecin généraliste, le docteur Nathalie Franck, qui est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, et le docteur Christine Revel, qui est chef de projet à l'autorité de santé. J'en profite pour vous remercier tous nos intervenants et tous les experts du groupe de travail pour leur engagement aux côtés de l'HAS. Notre conférence ce soir se déroule en deux parties. D'abord, la première partie, nous allons vous présenter les principes généraux des recommandations de la Haute Autorité de santé. La seconde partie sera un temps d'échange en direct. Ainsi, à droite de votre écran, en haut dans l'onglet questions, vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de la conférence. Nous sommes actuellement très nombreux et nous allons essayer de répondre au maximum de vos questions. Dernière précision, nous vous indiquerons dans l'onglet les questions, les liens utiles pour retrouver nos outils et vous recevrez dans les prochains jours le replay de ce webinaire avec la présentation. Maintenant, je vais passer la parole au docteur Christine Revel. Christine, à toi. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Christine Revel. Donc, je suis chef de projet à la HAS et donc j'ai coordonné ce travail de recommandation. Donc, en fait, je vais vous présenter en quelques mots rapidement le contexte et les modalités d'élaboration de ce projet. Donc, la HAS a été saisie par le ministère de la Santé et par l'association de patients Hyper Super TDAH France pour élaborer des recommandations sur la prise en charge du TDAH chez l'enfant dans la continuité d'un premier travail qui avait déjà été publié par la HAS en 2015, qui portait, lui, sur le repérage du TDAH chez l'enfant. Alors, ces recommandations sont avant tout destinées aux professionnels exerçant dans le domaine de la santé et intervenant auprès des enfants et des adolescents. Les principaux objectifs étaient d'offrir un outil pratique aux professionnels afin de guider la prise en charge d'un enfant ayant un TDAH, mais aussi de favoriser et de participer à la formation de ces professionnels afin d'améliorer la filière de soins sur tout le territoire. Alors, en termes de modalités d'élaboration, comme tous les travaux de la HAS, ces recommandations ont été élaborées selon une méthodologie explicite et rigoureuse. Une méthodologie rigoureuse en prenant en compte la gestion des liens d'intérêt pour assurer la transparence et l'indépendance de l'élaboration. Une méthode explicite structurée qui est basée sur une analyse des données scientifiques et sur la participation de professionnels de terrain représentatifs des différentes spécialités concernées par le thème et la participation aussi des représentants de patients. Donc en conclusion, le but, c'était d'élaborer donc des recommandations par des professionnels pour des professionnels afin d'offrir un outil adapté aux problématiques de terrain et favoriser leur appropriation par les cliniciens. Voilà, merci. Merci Christine. Merci Christine. Nous allons maintenant aborder le premier focus avec Christine Gétin. Christine, à vous. Bonjour. Moi, je vais essayer de vous parler du TDAH. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 4 lettres qui veulent dire trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et il n'est pas nécessaire de mettre un slash ou d'enlever le H. Le nom du trouble, c'est TDAH quand on en parle en résumé. Donc, on dit bien trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce n'est pas une faute de grammaire. Il n'y a pas nécessité d'ajouter un du ou de dire trouble déficitaire. C'est bien trouble déficit. C'est très important de bien respecter le nom du trouble pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Pour la suite, donc il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement. De même, il fait partie de cette grande famille qui comprend les troubles du spectre de l'autisme, les troubles des apprentissages, etc. Donc c'est un trouble qui prend sa naissance avant même votre naissance.
Donc, c'est un trouble qui va s'exprimer dans 3 dimensions cliniques. La première étant l'inattention. Les enfants qui sont inattentifs ont tendance à être rêveurs et surtout très distractibles et très distraits. Et c'est ce qui va les handicaper souvent le plus tout au long de leur vie. Il y a une autre dimension clinique qui est l'hyperactivité, qui elle est souvent plus visible et parfois moins handicapante quand même si elle est très bruyante et gênante. C'est des enfants qui bougent beaucoup et en excès. Et l'impulsivité, qui consiste souvent chez les enfants à répondre avant même la fin de la question ou à ne pas être capable d'attendre leur tour. Donc c'est quelque chose qui handicape beaucoup les enfants dans leur vie de tous les jours et dans le retentissement que va avoir le trouble. Donc le trouble va s'exprimer sous 3 formes. Selon la prédominance des symptômes qu'ils expriment. Ils vont être inattentifs ou hyperactifs, impulsifs, ou ils vont avoir les 2 formes en même temps, inattention, hyperactivité, impulsivité. Tous les symptômes sont présents. On parle de formes combinées. Diapo suivante. Voilà. Donc la prévalence du trouble, elle est de 5% dans le monde. Et c'est la même chose en France. On a environ 5% des enfants qui sont concernés par ce trouble, qui persiste à l'âge adulte et qu'on retrouve chez 2 à 3% des adultes. Ce trouble est une prévalence qui est dans l'enfance. On retrouve 2 fois plus d'enfants garçons que d'enfants filles, mais d'où l'importance d'être très attentif à la forme exprimée par les filles, qui est souvent plus discrète, qui savent mieux se conformer socialement. Important d'y être attentif. Donc l'intensité du trouble va jouer aussi dans son repérage et elle peut aller de légère, modérée ou vers sévère, selon c'est beaucoup l'expression des symptômes, mais aussi le retentissement du trouble qui vont faire sa sévérité. Et on va voir le retentissement qui va s'exprimer sur une dimension sociale. Ce sont des enfants qui ont peu d'amis, souvent mis à l'écart par les autres, qui ont des difficultés dans leur relation aux autres, avec beaucoup de disputes. Mais il va avoir aussi un retentissement sur leur scolarité, mais aussi sur leur vie professionnelle une fois arrivés à l'âge adulte. Et on va voir que sur la scolarité, diapo suivante, sur la scolarité, c'est vraiment un parcours compliqué. Des difficultés, ils ont, en vieillissant, des difficultés d'organisation, des conflits interpersonnels. Et donc, ils ont du mal à conduire leur travail. Ça les conduit à l'échec scolaire. Et donc à une perte de chance au niveau de leur diplôme. Ensuite, voilà. Le retentissement, c'est aussi les risques à l'arrivée à l'adolescence sur les consommations de substances, les jeux, les comportements sexuels, d'où l'importance d'intervenir le plus tôt possible. Suivante, on va passer assez vite. Voilà, il y a un retentissement sur les risques d'accidents domestiques ou de voie publique, les infections aussi sexuellement transmissibles, avec un risque de parenté précoce chez les jeunes. Et à ne pas négliger un risque suicidaire. Voilà, tous ces risques témoignent pour l'importance de la prise en charge très tôt. Et bien entendu, le risque aussi de se retrouver un peu en prison, puisque les prisons actuellement, on sait que beaucoup de personnes TDAH, souvent non diagnostiquées, sont présentes dans les prisons. Et ça, c'est un coût sociétal important. Voilà. Donc, nos attentes et nos besoins, c'est la formation. D'abord et avant tout, la formation des médecins, la formation des intervenants, mais aussi la formation des enseignants, et puis une amélioration du parcours de vie des personnes TDAH. Ça, c'est ce qu'on attend, et on compte sur ce qui va se passer maintenant que les recos sont publiés pour que les choses avancent. Donc, diffusons ces recos. Voilà. Merci Christine pour cette présentation. Maintenant, Olivier Bonneau va aborder comment poser le diagnostic. Olivier, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous, bonsoir aussi, en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous situez. Le TDAH a au fond une définition clinique qui peut paraître assez simple. Christine l'a rappelé à l'instant,
un déficit d'attention, beaucoup d'enfants peuvent avoir un déficit d'attention, une distractibilité, beaucoup d'enfants peuvent avoir une distractibilité, une impulsivité. Avoir déjà les trois, c'est déjà beaucoup. Et puis, il peut y avoir de temps en temps une hyperactivité, ce n'est pas tout le temps, et on a appelé longtemps ce trouble l'hyperactivité à tort, puisqu'en fait, ce n'est pas toujours présent. Et puis, il y a souvent, et nul doute que dans les classifications suivantes, cela pourrait rentrer, une dysrégulation émotionnelle. Ce qui fait la subtilité et la délicatesse et la difficulté du diagnostic, c'est au fond ce qu'on appelle les troubles associés, donc associés au TDAH. On a un TDAH plus autre chose, ou les troubles différentiels, c'est-à-dire au fond, on a quelque chose qui ressemble à un TDAH, mais qui n'est pas un TDAH. C'est pour ça que nous avons voulu, avec le groupe de travail, proposer, diapo suivante, un guide diagnostique qui permet un examen clinique et qui devrait donner aux praticiens qui s'intéressent au TDAH la possibilité, en suivant ce guide, de pouvoir poser un diagnostic de façon facile. Diapo suivante. L'examen, comme souvent dans ce domaine, il est basé sur plusieurs informations et donc de plusieurs sources. Les enfants, bien sûr, les parents, mais aussi l'école et l'entourage. Bien sûr, quand on va discuter avec la famille, il faut accorder une grande importance à l'entretien familial. Et puis, il y a un examen psychiatrique et un examen somatique. Les deux sont importants et essentiels, quel que soit le praticien, mais j'y reviendrai, diapo suivante. Un point important, et je pense qu'il est toujours important de le rappeler pour les troubles du neurodéveloppement, mais en règle générale pour tous les troubles d'aspects comportementaux, comme le TDAH, il faut écouter les parents qui sont quand même en général les premiers spécialistes de leur enfant, qui passent leur temps avec leur enfant et qui ont quelque chose à nous dire. Ils n'ont pas toujours raison, bien entendu, mais ils ont quelque chose à nous dire de troubles et il est important de les écouter. Diapo suivante. Et on va un peu plus précisément dans le petit guide, ou en tout cas, enfin voilà, ce que nous avons essayé de proposer avec les recommandations. La première partie est celle d'un examen somatique général. Alors, il ne s'agit pas que chacun se transforme en un pédiatre ultra spécialisé. On parle d'un examen somatique général ou de base, évaluant le surpoids, parce qu'il est fréquemment associé au TDAH, l'énurésie, également plus fréquente, les troubles du sommeil, mais peut-être Aude en parlera, mais qui sont importants parce qu'ils peuvent, à la fois, ils sont plus souvent associés au TDAH et ils peuvent mimer un TDAH. Un enfant qui n'a pas bien dormi, il a l'air TDAH dans la journée. Enfin, ça se passe pendant plusieurs jours. L'épilepsie, comme toujours, des troubles endocriniens. Il ne faut pas aller chercher exagérément, mais au moins quand même les troubles thyroïdiens et le diabète. Les intoxications à certains produits, ça arrive toujours et pas simplement dans des zones défavorisées, notamment au plomb, mercure. Certains médicaments, les corticoïdes évidemment souvent, des anomalies génétiques et des déficits visuels. Au-delà de ça, diapo suivante, il faut ensuite faire un examen psychiatrique que j'appelle minimal et qui est à portée de tout le monde. On a vraiment voulu dire que tout praticien devait être en mesure de faire un examen psychiatrique minimal à la recherche d'éléments. Alors, on a mis quelques signes que vous pourrez lire rapidement et puis que vous trouverez plus détaillés dans les recommandations. Mais en tout cas, pour chercher d'autres troubles du neurodéveloppement dont l'association avec le TDAH est très fréquente, parce que les troubles du neurodéveloppement s'associent souvent, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles des apprentissages, lecture, écriture, les troubles du langage, le trouble du développement des coordinations, qu'on appelait dans le temps dyspraxie, le trouble du développement intellectuel et les tics, et ainsi que le syndrome de Gilles de la Tourette. Ça, c'est pour les troubles du neurodéveloppement. Deux troubles à part, ne sont pas forcément des troubles qui sont tout le temps associés, mais des évolutions parfois péjoratives du TDAH, sont le trouble oppositionnel avec provocation, dont la définition est dans le nom, opposition et provocation, c'est une association vraiment fréquente, et le trouble des conduites qui est la partie avec des comportements délictueux, et ce qu'évoquait tout à l'heure Christine, quand elle parlait des risques, et notamment dans les prisons, en tout cas pour les patients les plus âgés ou les adultes. Diapo suivante. L'autre partie de l'examen psychiatrique qui se poursuit, c'est d'aller chercher les troubles anxieux dont l'association est importante, 20-30%, ça dépend un peu des études, avec le trouble anxieux généralisé, mais une anxiété de performance, une anxiété sociale, parfois importante et qui se surajoute à des déficits d'estime de soi que l'on retrouve chez ce type de patients. Le trouble obsessionnel compulsif, également fréquent, et la dépression. Et peut-être faut-il rappeler qu'il est essentiel, quand on rencontre un enfant qui ne va pas bien, pour X ou Y raison, de lui demander s'il se sent triste. Ça doit être une question systématique
Pourquoi? Parce que là aussi, la dépression, comme le trouble anxieux, sont des troubles qui sont plus fréquemment associés, vous avez les pourcentages sur la diapositive, avec le TDAH, c'est vrai, mais on a aussi des enfants qui peuvent être déprimés ou peuvent être anxieux et avoir l'air ou mimer un TDAH, et donc à ce moment-là, ne pas avoir. Et donc, il faut essayer de faire cette distinction, et c'est donc très important. Distinction qui est d'ailleurs pas toujours très facile à faire. Le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle, un peu à part, et là, il faut être un peu spécialiste pour parfois voir certaines différences. Le trouble bipolaire, alors c'est pareil, le trouble bipolaire est évidemment plus associé chez les gens qui ont un TDAH, et également le trouble bipolaire peut parfois être confusionnant. Je mets de côté, je les ai mis dans un petit carré orange, le trouble de l'adaptation, l'état de stress post-traumatique, les troubles réactionnels et les troubles de l'attachement, qui sont plus fréquemment retrouvés chez les patients avec TDAH. Mais de ce point de vue-là, il est essentiel de rappeler que le fait d'avoir des difficultés, un trouble réactionnel, un trouble de l'attachement, des difficultés sociales, même des histoires d'abus ou autres, ne vaccine pas contre un TDAH, mais ne doit pas faire éliminer le diagnostic de TDAH. On a trop souvent pensé que puisqu'on avait sous la main une situation sociale ou psychologique compliquée, elle pouvait expliquer à elle seule le TDAH. Non, elle n'élimine pas le TDAH. Donc cette association, elle est plus fréquente chez les patients TDAH et elle peut éventuellement être confusionnante. Diapo suivante. Il peut être utile, je vous les ai mis juste pour rappel, mais vous trouverez ça très détaillé dans les recommandations, de s'appuyer sur des échelles. D'abord parce que c'est parfois plus facile pour ne pas oublier un certain nombre de questions à poser. Et elles ne sont pas obligatoires pour faire le diagnostic. Ça dépend vraiment de la façon dont dont vous connaissez le trouble. Mais les échelles de Conner peuvent être très utiles, en particulier pour interroger les parents et les enseignants. Diapo suivante. On peut évidemment s'appuyer sur un certain nombre de bilans en fonction des éléments cliniques, un bilan psychomoteur, si vous trouvez des éléments praxiques, un bilan orthophonique, un bilan ergothérapeutique. Sur le bilan psychologique, je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre, mais il est important de le faire dans le cadre du suivi d'un patient. Il est essentiel de le faire dans le cas de TDAH qui serait complexe, associé à autre chose, et donc dans le parcours, donc dans les cas avec comorbidité, mais il n'est pas nécessaire au diagnostic et ne doit donc en aucun cas retarder le diagnostic. C'est vraiment un élément important, et de ce point de vue-là, ces recommandations de la Haute Autorité de Santé sont en accord avec toute la littérature internationale. Donc, diapo suivante, pour conclure, je dirais qu'il faut écouter les parents, c'est toujours important et pour moi c'est un mantra. Tout médecin peut faire un examen psychiatrique et nous l'avons détaillé. Il faut faire attention aux comorbidités et aux troubles associés, somatiques ou autres. Et si le diagnostic est très simple, effectivement, ce qui le rend compliqué, c'est justement ces troubles associés et ces comorbidités. Et je vous remercie de votre attention. Merci Olivier. Alors, Aude Charolais va aborder maintenant la place du pédiatre. Aude, c'est à vous. Bonsoir et bonjour aux Martiniquais ou sous les tropiques. La place du pédiatre, c'est le spécialiste de l'enfant, et même si il voit plus souvent des nouveau-nés et des enfants jusqu'à 2-3 ans, il va avoir un rôle important sur l'examen somatique et sur la surveillance des acquisitions développementales, qu'elles soient en langage, en motricité globale, fine, en communication ou en raisonnement. Il va donc avoir un rôle de prévention sur des marqueurs qu'on pourrait trouver précocement, liés finalement au développement de l'enfant, qui peut avoir des troubles du sommeil importants chez l'enfant. C'est assez classique dans les consultations pédiatriques générales, mais la persistance, le décalage, l'insuffisance va nécessiter une attention plus particulière, comme les troubles d'alimentation, comme des difficultés environnementales et comme les troubles sensoriels. Les pédiatres, de façon générale, ont eu des outils suite au plan des 1000 jours pour surveiller réellement, en fait, 6 mois par 6 mois, tous les enfants dans leur développement, dans leur neurodéveloppement et dans leurs acquisitions. Et ils vont donc proposer une guidance, une prise en charge en fonction même de leur propre formation. Ça va permettre de minimiser l'impact des premiers signes qui, par une agitation dès la marche, une agitation trop importante, une impulsivité qui peut conduire très précocement en fait à des accidents
domestiques, comme on l'a précisé auparavant, des fractures, des passages aux urgences, même avant l'âge de la scolarisation, doit interpeller. Il va donc accompagner les parents et l'enfant et préciser le diagnostic en fonction de la persistance au cours de la maturation de l'enfant, de ses particularités dont on a déjà parlé. Donc, il va repérer, différencier par son examen clinique et son expertise les différentes hypothèses diagnostiques et finalement, soit le prendre en charge en fonction de sa propre formation, soit demander une expertise par son réseau. Le neuropédiatre, c'est la diapositive d'après, le neuropédiatre, spécialiste des troubles neurologiques de l'enfant, peut être soit surspécialisé en TND, troubles du neurodéveloppement, en libéral et en hospitalier, et va donc avoir une orientation sur un examen clinique somatique, bien sûr général, mais encore plus poussé sur un plan neurologique qui peut être particulier par moment avec des sémiologies neurologiques. Et donc, pareil, conduire soit un diagnostic de troubles du neurodéveloppement de type TDAH, associés ou pas à d'autres troubles neurodéveloppementaux, écarter donc ou réorienter si diagnostic différentiel et accompagner les parents et l'enfant dans la prise en charge du TDAH s'il sait le faire. Dans les structures neuropédiatriques, dans les structures de type CRTLA, qui sont des équipes pluridisciplinaires, où il y a finalement des enfants expertisés quand les TND sont complexes, qui également peut avoir des enfants avec un trouble déficitaire de l'attention et une hyperactivité. Et dans ces centres, on est des équipes pluridisciplinaires pour lesquelles on va avoir des enfants avec des pathologies chroniques qui ont également des TDAH qui nécessitent des expertises. Et donc, pour l'ensemble de ces enfants, sur le long de leur trajectoire neurodéveloppementale, on va rediscuter certaines thérapeutiques lorsqu'elles ne fonctionnent pas ou des associations thérapeutiques comme pour des enfants ayant des pathologies autres, neurologiques ou chroniques. Voilà, merci. Merci, Aude. Virginie Desgrès va aborder la place du médecin généraliste. Virginie, à vous. Bonsoir à tous, bonjour. Du coup, moi, je vais vous parler des deux cas de figure que le médecin qu'on va avoir sur le médecin généraliste. On va avoir le médecin généraliste de premier recours, donc celui qui a des connaissances qui sont basiques dans le TDAH. Aujourd'hui, ces recommandations sont très importantes pour les médecins généralistes parce que c'est très important qu'au vu de la prévalence du trouble qui a été évoqué par Madame Gétin, qu'un généraliste puisse repérer et adresser éventuellement à la PCO ou à un autre professionnel spécialisé dans le trouble ces enfants. Le généraliste, il suit les familles, il connaît bien les parents, les enfants, il les suit depuis qu'ils sont petits. Et effectivement, c'est quand même le médecin qui réalise le plus de suivi d'enfants aujourd'hui. Et donc, c'est le médecin qui aura le plus de chances de repérer ses patients. Et donc, il est très, très important qu'il soit formé et qu'il ait une formation minimaliste au minimum. Et c'est aussi ce médecin qui va renouveler et suivre le traitement. Quand le spécialiste du trouble initiera le traitement, le médecin généraliste va renouveler et faire le suivi. Donc, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui qu'il y ait une information qui soit faite auprès de tous les généralistes. La formation initiale devrait évoluer. Aujourd'hui, il y a des initiatives locales qui ont lieu dans plusieurs départements de médecine générale pour développer la pédagogie dans le neurodéveloppement. Il y a de la formation qui se fait en continu une fois que le médecin généraliste est en activité. Mais c'est un grand plan d'action et comme l'a dit Madame Gétin, c'est indispensable que les médecins se forment. Diapo suivante. Ensuite, je vais aborder le médecin généraliste qui est formé au TDAH. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions dans le chat concernant cette situation. C'est un médecin qui a des connaissances soutenues dans le diagnostic tel que ça a été défini dans les recommandations qu'on a rédigées tous ensemble. C'est un médecin qui va réaliser la coordination du suivi, élaborer avec les familles un projet de soins et d'intervention, et notamment également prescrire le méthylphénidate. En tout cas, aujourd'hui, c'est le souhait du groupe
d'experts qui est présent ce soir, enfin, des 33 experts qui ont participé à ce groupe, c'est qu'il y ait cette possibilité-là. Après, concernant l'application de cette préconisation, ce n'est pas l'HAS qui va le définir, ce n'est pas ces recommandations-là, c'est quelque chose qui va venir après. Et donc, il va y avoir une formation à définir pour pouvoir valider ce statut de médecin formé au TDAH qui va être défini par le Collège de la médecine générale. Il y a d'ailleurs un groupe de travail sur les troubles du neurodéveloppement qui est en cours. Et on va travailler également cette formation avec nos confrères pédopsychiatres, neuropédiatres, pédiatres, pour définir le contenu de cette formation. On est également pour parler avec l'Agence du médicament pour aussi définir les conditions réglementaires qui pourraient être possibles pour cette primo-prescription. Et il faut savoir également qu'il y a des centres ressources dans le TDAH qui sont en cours de création. Le cahier des charges est en train d'être réalisé. Et donc, ces centres ressources vont permettre notamment de définir un petit peu et la qualité de ces médecins et également de travailler avec les médecins généralistes formés. Voilà. Diapo suivante. Et je voulais faire un petit aparté, on en a parlé également dans les recos sur la télexpertise. C'est quelque chose qui est un outil très important et intéressant dans les troubles du neurodéveloppement et dans le TDAH. Pour ma part, je l'utilise à peu près depuis 6 mois. C'est un outil qui me permet d'avoir des patients, de gérer l'adressage des patients via des médecins généralistes qui remplissent un questionnaire, qui font remplir à la famille un questionnaire. Et donc, j'ai une demande de télexpertise et je peux déjà donner un avis sur la situation, préconiser des bilans, organiser une première coordination et voir le patient si nécessaire ou en tout cas après la réalisation de ces préconisations. Cette télexpertise permet également d'ajuster les traitements, c'est-à-dire que le généraliste pourra aussi revoir le spécialiste et lui demander une télexpertise. Et ça permet également une formation entre médecins. Voilà. Je vous remercie. Merci Virginie. Nathalie Franck va aborder maintenant le dernier focus qui porte sur les interventions thérapeutiques non médicamenteuses et médicamenteuses. Nathalie, à vous. Donc, bonsoir à tous. L'idée, c'est de présenter un peu globalement la synthèse de notre travail sur le traitement du TDAH, mais ce sont des choses que je vais aborder rapidement et qu'on pourra peut-être reprendre à travers des questions lors de nos échanges dans la deuxième partie. Je voudrais commencer avec cet arbre décisionnel qui est issu du travail des recommandations et qui met l'accent sur l'importance de la psychoéducation en première ligne, c'est-à-dire dès lors qu'on a posé un diagnostic de TDAH, il s'agit de l'expliquer et je vais vous dire plus précisément en quoi ça consiste. Les interventions qu'on propose aussi rapidement aux familles, ce sont les interventions qui vont viser à modifier et adapter l'environnement de l'enfant, que ce soit au niveau scolaire avec les aménagements ou au niveau familial avec les programmes de guidance. Et enfin, en fonction de la réponse à tout ça, la question du traitement pharmacologique. Pour ce qui est de la psychoéducation, sur la diapo suivante, c'est une étape incontournable, c'est-à-dire que du moment où on parle de TDAH, il faut prendre le temps d'expliquer aux parents ce que ça veut dire et à quoi c'est lié, quelles sont les perspectives de devenir, de pronostic, comment on peut se projeter l'avenir de son enfant avec le trouble, quelles sont les différentes stratégies thérapeutiques qui sont à disposition, efficaces, ou quelle est l'efficacité qui a été prouvée par rapport à ça, quelles sont les choses qui n'ont pas été au contraire validées. C'est le temps de répondre aux questions, c'est le temps aussi de leur parler des idées reçues sur le trouble qui sont encore bien nombreuses et qui peuvent faire du tort aux familles. Donc c'est quand même un temps qui ne se fait pas juste en 3 phrases. Dans ce qu'on attend, c'est de prendre au moins 40 minutes à 1 heure pour ce temps d'échange qui peut être fait en individuel ou en groupe, mais qui est vraiment le nécessaire préalable à tout ce qu'on peut mettre en place par la suite, pharmacologique ou non, pour accompagner au mieux les familles. Ensuite, sur la diapo suivante, les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, ce sont des programmes spécifiques. Au-delà de l'explication du trouble, c'est vraiment l'idée de donner des stratégies efficaces aux parents, des choses à mettre en place à la maison tout simplement pour mieux gérer les symptômes, que ce soit l'agitation, l'opposition,
augmenter l'autonomie de l'enfant, lui donner des techniques, etc. Ce sont des programmes validés, ce ne sont pas juste des groupes de parole, ils correspondent à un modèle expérimental qui est publié. Et même s'ils ne diminuent pas le niveau de symptômes, ils permettent largement d'améliorer la qualité de vie de l'enfant, de sa famille et l'estime de soi de l'enfant. On a vraiment voulu, dans ces recommandations, mettre l'accent sur ces programmes qui, comme c'est montré à l'international, sont vraiment la priorité à avoir. Donc, on peut les adapter en groupe, en individuel, quand ce n'est pas possible de faire du groupe. On a voulu aussi ouvrir une porte sur les formats online, comme le disait Virginie avec la télé-expertise, mais on pense qu'on a quand même beaucoup à gagner à faire de la visio. Nous, c'est ce qu'on fait par exemple au CHU de Montpellier. Ça permet aussi quelque chose de beaucoup plus pratique et accessible pour les familles. La psychoéducation peut faire partie de ces programmes. Généralement, c'est ce qui se passe. Diapo suivante. Un mot sur les aménagements scolaires, sans rentrer dans le détail, c'est aussi une composante importante de l'accompagnement de ces enfants qui sont souvent mal perçus ou mal compris dans le milieu scolaire. Au-delà de la formation de l'éducation nationale, qui est un vrai dossier, on a décrit dans notre travail les différents niveaux qui sont possibles de demander à appliquer dans le cadre scolaire. Donc, la saisine de la MDPH n'est pas du tout quelque chose de systématique et il y a différentes gradations pour mieux adapter les choses. Donc, diapo suivante. On a insisté aussi dans ces recommandations, comme c'est fait à l'international, sur des aspects aussi d'hygiène de vie, l'alimentation équilibrée, l'activité sportive régulière, qui montrent quand même un intérêt pour les enfants avec TDAH. La prise en compte aussi du sommeil qui est souvent perturbé et le fait de pouvoir le rectifier. Donc, ce ne sont pas des traitements évidemment spécifiques du TDAH, mais on a tenu à les mentionner. En ce qui concerne les psychothérapies, on sait que c'est quelque chose qui soulève beaucoup de débats, beaucoup de réflexions. On s'est aligné un peu à ce qui était dit dans les autres recommandations internationales. Les psychothérapies de soutien individuel avec l'enfant n'ont pas un niveau de preuve suffisant pour pouvoir être recommandées aujourd'hui, quelles que soient les approches. Il peut y avoir des approches complémentaires sur d'autres troubles associés, comme on l'a vu avec Olivier sur les troubles associés, qu'on peut proposer comme les thérapies comportementales, cognitives, émotionnelles, qui vont viser à d'autres dimensions que le TDAH lui-même. Mais on tient à rappeler aussi dans ce travail qu'un travail en psychothérapie ne permet pas de diminuer les symptômes de l'enfant avec TDAH ou d'améliorer sa concentration. Et ce, quels que soient les programmes, on n'a pas suffisamment d'arguments aujourd'hui et on met l'accent vraiment sur l'accompagnement parental. Donc, je vais continuer avec la diapo suivante. Donc, le traitement pharmacologique du TDAH qui soulève toujours énormément de questions alors que c'est un traitement extrêmement bien connu et qui a une AMM en France depuis plus de 30 ans. Avant l'âge de 6 ans, c'est vrai que c'est un traitement qu'on ne conseille pas, qui n'a pas d'AMM, mais qui est rarement prescrit. Mais on a tous des situations évidemment exceptionnelles où le recours à ce traitement a été nécessaire. C'est ce qu'on peut faire dans les équipes multidisciplinaires, mais pas dans le suivi habituel. Après l'âge de 6 ans, les recommandations du traitement correspondent au fait que les mesures initiales n'ont pas été suffisantes et qu'il reste une gêne importante. On a voulu aussi ouvrir à l'idée que si le TDAH a un retentissement trop fort, on peut prescrire rapidement après la psychoéducation sans attendre d'avoir mis les autres choses en place, parce que parfois on sait que sur le terrain, ça va être compliqué d'attendre un groupe de parents qui va prendre une année de plus, etc. Et que le temps chez l'enfant, c'est quand même un des enjeux importants pour être dans notre réactivité. Diapo suivante. Donc, quel traitement en France pour le moment? La réponse, il n'y en a pas 50. C'est le méthylphénidate qui est le traitement du TDAH aujourd'hui autorisé, même si ça va sans doute s'ouvrir dans les prochaines années. Ce n'est pas encore le cas. On commence par la libération prolongée dans les recommandations internationales et françaises. Et l'idée, de façon un peu générale, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est on ne te dit pas juste j'en essaie un et si ça ne marche pas, je laisse tomber. Il faut souvent adapter les dosages, adapter les galéniques, les formes pharmacologiques, les horaires des prises. Il faut manager les effets secondaires. Ce sont des choses qu'on a décrites dans notre travail et on avoue qu'on est aussi très contraint par les ruptures de stock en ce moment. Donc, ça complexifie d'autant plus ce travail d'adaptation, mais c'est encore un autre sujet. On peut passer à la diapo suivante. Ça, c'était un point qui nous semble important à souligner parce que c'est souvent un point sur lequel il y a eu des désaccords et des pratiques différentes à travers le pays, on va dire. Beaucoup de prescripteurs ont tendance à demander un bilan cardio en préalable et on a bien voulu insister sur le fait que ce n'était pas nécessaire.
On le fait s'il y a des contre-indications, enfin, pardon, pas des contre-indications, s'il y a des antécédents médicaux chez l'enfant ou les parents, et à ce moment-là, on peut rechercher des contre-indications que seraient des troubles du rythme non stabilisés, etc. Mais ce n'est absolument pas un bilan de routine systématique à faire. Et c'est important de le dire parce que là aussi, c'est un point d'embouteillage et de perte de temps pour les familles sans justification médicale. Diapo suivante. Donc, juste pour synthétiser tout ça avant de répondre aux questions, notre objectif vraiment dans ces recommandations, c'était d'insister sur le fait qu'il faut travailler avec les familles. Les parents, leur place, c'est pas dans la salle d'attente, en fait, quand leur enfant a un TDAH, c'est vraiment qu'ils puissent être les acteurs parce que c'est eux qui vivent au quotidien avec l'enfant, c'est eux qui subissent les symptômes du TDAH, mais c'est eux aussi qui vont conditionner, modifier le pronostic de leur enfant en l'accompagnant de façon efficace. Donc, on a vraiment voulu pointer ça, l'importance de les informer, de les accompagner, la place du traitement qui doit quand même arriver rapidement. Il n'y a pas de raison de perdre des années parce qu'on a peur du traitement, parce qu'il y a plus de risques souvent à ne pas traiter qu'à traiter. Et enfin, pour les autres approches non spécifiques, on n'a pas retrouvé de niveau de preuve suffisant. Ça ne veut pas dire que les parents ne peuvent pas essayer différentes approches, mais nous, notre mission dans ces recommandations, c'était de parler de ce qui était validé. Voilà, donc c'était un peu rapide. Voilà, j'ai terminé, mais reste à l'écoute pour les questions. Merci Nathalie et merci à tous nos intervenants qui ont été vraiment très clairs. Donc, maintenant, nous allons vous laisser la parole. Les questions sont très, très nombreuses et nous allons essayer de répondre à un maximum de vos questions. Les premières questions sont sur le diagnostic, et ça, c'est plutôt pour Olivier Bonneau. Dans le cas où nous abordons, alors, est-ce qu'il y a des critères diagnostiques et est-ce qu'il y a des études qui définissent le nombre de fois un comportement devient problématique? Alors, j'ai du mal à saisir entièrement la question, je dois dire. C'est une première question, elle n'est pas facile. Les critères diagnostiques, ils sont fixés par les classifications. En règle générale, les classifications catégorielles qu'on utilise, c'est la CIM 11 aujourd'hui, le DSM 5 dans sa version révisée, qui sont exactement les mêmes, et qui reprennent les éléments qu'on a dit. Et justement, une des particularités, j'insiste, du TDAH, c'est que les troubles de l'attention, la distractibilité, l'hyperactivité, la difficulté à se concentrer sont vraiment des éléments qui sont ubiquitaires, qu'on va retrouver chez beaucoup d'enfants. C'est les retrouver tous ensemble qui fait qu'on peut aborder le diagnostic. Et ensuite, un des grands intérêts et peut-être même une des grandes importances du trouble, c'est d'aller chercher ces diagnostics différentiels et ces troubles associés. C'est pour ça que c'est un diagnostic qui est d'apparence très facile parce qu'il a des critères simples, qui sont fixés et qui sont globalement les mêmes depuis des années. Et en même temps, il faut aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on a fait ce guide. J'insiste là-dessus pour pouvoir évidemment chercher. Merci. Voilà ma réponse. Deuxième question. À partir de quel âge peut-on faire le diagnostic chez l'enfant? C'est toujours moins, on peut le faire. Toujours, oui. Voilà, tout à fait. En fait, on peut faire le diagnostic chez l'enfant. Il n'y a pas vraiment de limite inférieure, si on regarde bien. Bien entendu, on peut difficilement le faire avant 3 ou 4 ans. Mais entre 4 et 6 ans, on peut commencer à aborder. Il y a un certain nombre d'enfants pour lesquels on peut aborder le diagnostic, penser que c'est possible que ce soit ça, des enfants qui présentent tous ces signes. Je rappelle que c'est un trouble du neurodéveloppement, donc a priori, c'est un trouble qui existe depuis la naissance, qui va simplement apparaître ou être visible un peu plus tardivement. La prudence fait qu'on pose rarement le diagnostic avant l'âge de 6 ans, de 5 ans selon des pays, et que pour avant, c'est exceptionnel de poser un diagnostic très tôt. Mais il y a des cas, encore une fois, et Nathalie les a évoqués tout à l'heure, comme pour les cas où éventuellement on peut donner un traitement plus tôt que l'âge de 6 ans, qui sont particulièrement évidents. Je pense à des situations où, 1, les symptômes sont clairs, 2, ils sont extrêmement sévères, troisièmement, il y a une dimension familiale où il y a plein de gens qui ont un TDAH tout autour, où on peut être amené à poser un diagnostic plus précocement. Merci. Une question ensuite sur de définition, plutôt pour Christine Jetin. Est-ce que le terme déficitaire est le plus approprié? N'est-ce pas plutôt davantage un trouble de la régulation de l'attention? Alors, si je ne sais pas si mon micro est ouvert. Oui, si je me suis permis de dire que le terme déficitaire n'était pas employé, c'est parce que
dans le nom du trouble déficit de l'attention, le terme déficitaire se rapporterait à trouble, et ce n'est pas un trouble déficitaire, c'est plutôt l'attention qui est déficitaire. Mais là, je vois que dans la manière de poser la question, on remet en cause le côté déficit d'attention en disant c'est plutôt une dysrégulation de l'attention ou des formes d'attention qui sont différentes chez les personnes qui ont un TDAH. Mais le résultat est quand même le même, c'est que ce sont des personnes très distraites pour lesquelles on constate un manque d'attention. Donc on peut jouer sur les mots, on peut étudier les fonctions, etc. Mais au final, on a bien un déficit d'attention qui est présent et qui crée du handicap. Voilà. Peut-être rajouter juste un tout petit point, Pierre, si tu le permets. L'attention est une fonction développementale. Ça veut dire que quand un enfant rentre en crèche, il se concentre quelques secondes avec ses petits camarades, puis ensuite il va rentrer à l'école maternelle et un peu plus, et ainsi de suite. Et là, on devrait arriver à se concentrer ensemble à peu près 1h30 sur ce webinaire, malgré l'heure tardive, en tout cas pour ceux qui sont en métropole. Et donc, ce qui compte, c'est le déficit par rapport au niveau de développement. Vous avez effectivement quelqu'un qui est en mesure de moins longtemps se concentrer avec une attention qui est sélective, qui est moins en mesure de se concentrer que quelqu'un d'autre. C'est donc bien pour ça qu'on parle d'un déficit attentionnel et non pas d'un trouble de la régulation de l'attention. Merci. Une question pour Aude Charolais. Il y a plusieurs questions sur le lien entre TDAH et enfants HPI haut potentiel. Est-ce qu'il y a des différences et est-ce qu'il y a des prises en charge différentes? Vous écoutez, Aude, si vous pouvez répondre. Ou si vous ne voulez pas, quelqu'un d'autre, ou Olivier ou Christine. Nathalie sait très bien répondre à ça. Nathalie, Ah bon non, alors, le haut potentiel, si on ne l'a pas abordé, en réalité, c'est parce que ce n'est pas considéré comme un trouble, mais comme un profil neuropsychologique, donc des enfants qui ont un QI supérieur à 130. Il n'y a pas d'études qui montrent vraiment que ces enfants-là seraient plus susceptibles d'avoir un TDAH, mais en réalité, il y a un biais aussi dans ceux qu'on va tester, parce qu'il y a une gène fonctionnelle au départ qui fait qu'on va faire un bilan. On a plus dans l'idée que c'est un facteur de compensation. En fait, le haut potentiel permet que la gêne attentionnelle ait moins de retentissement, notamment au niveau scolaire ou dans d'autres domaines. Donc, ça a plus un facteur finalement positif. Dans l'accompagnement, c'est la même chose, c'est-à-dire l'accompagnement parental, le traitement médicamenteux quand il est nécessaire. Ça ne change pas du tout les algorithmes décisionnels après, ça peut être des enfants qui peuvent être parfois plus accessibles justement aux aspects de psychothérapie ou plus demandeurs, mais là aussi, ça ne met pas la psychothérapie en première ligne. Il faut d'abord accompagner tout le côté environnemental. Donc, il n'y a pas de spécificité, en fait, si ce n'est que peut-être ça va être un facteur positif, un facteur de protection. Merci. Une question qui revient souvent, alors je vais la poser à Virginie Desgrès, mais tout le monde peut répondre. Qui fait le diagnostic ? Le médecin formé au trouble. Donc, en fait, on a volontairement pas mis de limite. Ça a été un peu quelque chose d'ailleurs de collégial dans notre groupe. On était tous d'accord là-dessus que en fonction de notre formation, on pouvait tous avoir acquis des connaissances qui soient soutenues et poussées dans le TDAH. Qu'on soit pédopsychiatre, neuropédiatre, pédiatre, médecin généraliste et même, effectivement, j'ai vu que dans le chat, on parlait des médecins de PMI, des médecins scolaires. Alors après, on en vient à d'autres problématiques qui sont plutôt liées à l'éducation nationale. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de médecins, les médecins d'ailleurs, on oublie souvent les médecins, les MPR, les médecins physiques et de réadaptation, les neurologues aussi. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de médecins aujourd'hui qui sont concernés et qui peuvent se dire formés au TDAH. Peut-être un point, c'est le diagnostic. Notre idée dans le groupe de travail était de dire que c'est un trouble qui touche 5% des enfants, ce qui est considérable. Donc, un trouble qui est aussi fréquent ne peut pas être réservé à une spécialité médicale. Ça devient un trouble qui est commun, pour lequel tout médecin, je dirais même un gastro-entérologue ou un chirurgien, doit pouvoir faire le diagnostic, ce qui est le cas de notre formation médicale, qui nous permet
dans les pathologies les plus fréquentes, d'être tous capables de faire le diagnostic. Les recommandations, elles permettent de s'appuyer sur quelque chose de solide et elles permettent également de s'appuyer sur quelque chose pour faire les soins ou en tout cas coordonner au moins les soins. Là, pareil pour tout médecin. Et c'est vraiment l'idée que tout médecin puisse faire un examen psychiatrique de base, tout médecin puisse faire un examen somatique de base. Sinon, on ne pourra pas, avec 1500 pédopsychiatres et quelques 1000 neuropédiatres, ou peut-être moins, arriver à prendre en charge l'ensemble des patients qu'il y a sur le territoire, ce qui est valable chez nous comme dans d'autres pays. Merci. Question pour Christine Jetin ou peut-être Olivier. Comment explique-t-on la diminution de la prévalence à l'âge adulte? Est-ce qu'on l'explique ou pas d'ailleurs? Je laisse Olivier répondre. Alors, bon, comment on l'explique? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, Explique bien. le truc qui est intéressant, l'élément qui est intéressant, c'est que puisque c'est une fonction développementale, on peut quand même supposer qu'un certain nombre de gens arrivent à, en quelque sorte, ont un retard de développement dans leur capacité attentionnelle et peuvent éventuellement augmenter leur attention avec le temps. Ce que la littérature ne contredit pas, dans la mesure où on sait que les profils évolutifs sont extrêmement variés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, me semble-t-il, c'est tout de même de penser que, bien entendu, les gens cherchent des adaptations. Et la prise en charge, vous l'avez compris, elle cherche beaucoup à aider la personne dans son environnement à pouvoir s'adapter à son trouble, au-delà de la compensation que peut amener le traitement médicamenteux en augmentant le niveau attentionnel. Et donc, bien entendu, à l'âge adulte, après plusieurs années d'évolution, un certain nombre de patients, et un pourcentage non négligeable de patients, vont se trouver avec soit pas de signe du tout, parce qu'ils auront compensé, soit parce que finalement, leur niveau attentionnel aura un peu augmenté. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles on pense qu'il faut régulièrement, quand les gens sont sous traitement, proposer des temps d'arrêt du traitement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut arrêter pendant le mois de juin, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, pendant une période, en tout cas qui ressemble à une période scolaire, de façon à voir si éventuellement ce patient-là ne se trouve pas dans un moment où il a réussi à récupérer un peu à développer suffisamment ses capacités attentionnelles pour ne plus avoir, par exemple, besoin de traitement. Voilà l'explication la plus rationnelle qu'on puisse essayer d'imaginer, même si on n'a pas d'explication aujourd'hui, à moins que mes camarades puissent me contredire sur ce point, qui soit précise pour expliquer cette différence de 5 à 3% à peu près de la population générale. Merci. Autre question, le TDAH est-il né et génétique? Est-ce qu'il y a un lien entre l'utilisation des écrans et le TDAH? Qui veut répondre, Olivier, là-dessus? Nathalie, je peux venir sur la question des écrans. En fait, il y a énormément d'études de cohortes. Les liens de causalité sont extrêmement compliqués à montrer. On n'en a pas vraiment de teneur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de facteurs de confusion, mais c'est beaucoup plus compliqué de montrer un lien de causalité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les enfants avec un TDAH, ils sont beaucoup plus à risque d'être sur les écrans, d'y passer plus de temps, d'avoir plus de mal à s'arrêter. Et cette consommation peut devenir beaucoup plus problématique chez eux, beaucoup plus facilement problématique que chez les autres enfants. Donc oui, il y a un point à surveiller autour de la gestion des écrans. Ça fait partie de la guidance éducative. Mais en même temps, c'est beaucoup plus compliqué de parler de causalité. Après, l'explosion du temps d'écran dans la population générale n'a pas fait pour autant augmenter la prévalence du TDAH, que les experts considèrent comme étant stable sur les 30 dernières années, même si ça peut paraître un peu surprenant parce qu'on en parle plus, on le diagnostique plus, mais on n'a pas d'argument, en tout cas, c'est pour penser que cette prévalence a augmenté malgré les outils numériques, malgré les technologies, etc. Donc, c'est une réponse un peu à l'envers, mais les écrans font partie du problème des familles au quotidien, mais ne sont pas la cause du TDAH, qui est quand même, dont la cause, on le rappelle, est quand même d'abord une vulnérabilité d'origine génétique. Merci. Tant que vous avez la parole, la médication est-elle incontournable pour un équilibre de vie avec un TDAH? Alors non, elle n'est pas du tout incontournable, puisqu'il y a beaucoup de familles quand même qui une fois que le diagnostic est posé, une fois qu'on leur explique les symptômes à la maison, pourquoi ça ne sert à rien de sanctionner, de punir des choses qui sont des symptômes, comment ils peuvent gérer mieux l'autonomie, encourager, etc. Une fois qu'on a mis en place
la psychoéducation et la guidance éducative, parfois quelques aménagements scolaires ponctuels pour tout un ensemble de familles qu'on évalue à une moitié. Alors ça dépend où on met le seuil du diagnostic, etc., mais au moins une moitié. Il n'y a jamais d'indication absolue à un traitement médicamenteux et les enfants peuvent avoir une évolution tout à fait satisfaisante. Après, dans certains cas, quand malgré toutes ces mesures, c'est pas suffisant et que l'enfant garde une souffrance, parce qu'en fait, c'est vraiment ça le cœur du problème, c'est pas les symptômes tels qu'on peut les décrire, mais c'est la souffrance qu'ils peuvent générer. Là, si un traitement est indiqué, il va être nécessaire à tenir cet équilibre pour l'enfant, pour sa famille et pour optimiser la trajectoire du développement, pour optimiser le fonctionnement de cet enfant, éviter les complications du TDAH parce que le TDAH, c'est aussi des complications à différents niveaux qui sont possibles et on sait que le traitement, ça c'est sur des études de cohorte aussi indirectes, va permettre quand même une meilleure, d'éviter un certain nombre de niveaux de risques. Donc voilà, donc non, c'est absolument pas indispensable, mais si c'est nécessaire, à ce moment-là, s'il est indiqué, il va être nécessaire pour trouver cet équilibre. Merci. Une question concerne les enfants qui ont un TDAH avec masquage. Comment faire pour les accompagner au mieux dans leur scolarité? Qui c'est qui veut répondre à cette question? Alors, Le TDAH avec masquage, alors, je pense, je ne sais pas, parce que pour nous, ça n'existe pas vraiment au niveau sémiologique. Je pense que ce que ça veut dire, c'est les enfants qui compensent beaucoup leurs symptômes, et notamment, en particulier, on sait que c'est le cas pour les filles qui vont avoir moins de gènes symptomatiques, mais pour qui ça va créer à la longue une fatigabilité et parfois un peu un épuisement. Ça peut être à l'enfance, à l'adolescence, comme ça peut être à l'âge adulte, puisqu'on commence à mieux parler aujourd'hui de ces découvertes tardives de TDAH. Donc le risque, effectivement, si on n'évoque pas du tout le TDAH, c'est parfois de ne voir que la partie émergée de l'iceberg, qui sera l'épuisement, l'anxiété, voire la dépression, chez des enfants qui ont cherché à compenser, à se suradapter au prix d'énormes efforts. Donc je pense que c'est peut-être ça qu'évoquer, mais c'est une réponse un peu, comment dire, comme ça, parce que je ne sais pas si c'est de ça dont il s'agit, mais c'est vrai que pour un certain nombre d'enfants, les symptômes de TDAH ne sont pas visibles, déjà parce qu'il n'y a pas nécessairement l'hyperactivité, l'impulsivité, et que l'inattention, elle peut être quand même parfois bien compensée avec ou sans haut potentiel, puisqu'on parlait du haut potentiel tout à l'heure, mais par des effets parfois d'anxiété, de vouloir s'adapter au cadre, aux normes, à ce qu'on demande. Et c'est probablement, dans ce qu'on en comprend aujourd'hui, plus un tableau chez les filles que chez les garçons d'ailleurs, ce qui nécessite toute notre vigilance sur les formes féminines un peu plus discrètes. D'accord. Une question là pour Aude Laroulet, je pense. Un diagnostic antérieur d'apnée du sommeil sévère chez l'enfant remet-il en cause le diagnostic de TDAH? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, une coexistence entre les deux pathologies? Les troubles du sommeil, quelles que soient leurs origines, peuvent créer un déficit d'attention diurne, et donc c'est une recherche systématique en fait de causes étiologiques au déficit d'attention diurne. Donc les syndromes d'apnée obstructive du sommeil, mais comme d'autres troubles du sommeil vont être recherchés pour d'abord traiter la difficulté ou la pathologie du sommeil, pour parler de troubles déficitaires d'attention. Très bien, merci. Question pour Olivier. Y a-t-il un lien entre TDAH et personnalité psychopathique, pardon, excusez-moi. Alors, en fait, il y a une évolution, on l'a évoqué, qui est possible vers et une association quand même importante avec le trouble oppositionnel avec provocation, et puis derrière avec des comportements éventuellement délictueux qui peuvent être éventuellement associés à des troubles de la personnalité. Vous savez, habituellement, on considère qu'on ne parle pas de troubles de la personnalité chez l'enfant et pas chez le jeune adolescent, mais uniquement à partir en gros de 15-16 ans. Et donc, du coup, bien sûr, qui peut faire le lit de personnalité, on va dire psychopathique ou autre. Mais il n'y a pas de lien direct, c'est plutôt par rapport au comportement. Il y a par contre un lien avec d'autres types de troubles de la personnalité, notamment les personnalités narcissiques ou des personnalités évitantes, qu'on peut avoir comme ça, qui sont liées à cette espèce de cycle qu'on a un petit peu évoqué à un moment donné dans les présentations, concernant la question de l'estime de soi. Et c'est des enfants, en fait, qui vivent quand même avec un retour de leur environnement scolaire ou familial
qui est plutôt négatif. Et à force de vivre avec ce retour comme ça négatif, ils finissent par penser qu'ils ne sont pas terribles eux-mêmes, et donc avoir une diminution de leur estime d'eux-mêmes, qui fait le lit d'ailleurs d'une forme de dépression, et peuvent donc se trouver dans une situation à éviter les relations avec les gens pour éviter d'avoir des relations, disons, négatives. Alors vous avez des gens qui prennent le contre-pied et développent des termes de personnalité narcissique. On s'y intéresse beaucoup maintenant, et moi je trouve que c'est un élément intéressant, mais la plupart, évidemment, plutôt des personnalités anxieuses ou évitantes. Donc c'est plutôt ce type de personnalité. Il n'y a pas un élément de psychopathie, c'est autre chose, la psychopathie, même si on va avoir des comportements délictueux et que le fait d'avoir un TDAH ne vaccine pas contre des troubles de la personnalité, en particulier celle-là. Merci. Une question qui est posée plusieurs fois, comment gérer l'impulsivité chez un enfant qui commence sa puberté? Qui peut répondre? C'est un psychiatre, un pédiatre, un généraliste? Je peux essayer de prendre. Alors, puberté ou pas, c'est des enfants très impulsifs, donc c'est pas lié spécifiquement pour eux à la puberté. C'est des choses qu'on retrouve déjà dès l'enfance de façon forte. Donc, la puberté, excusez-moi, l'impulsivité, c'est d'abord la gestion par les parents, c'est-à-dire d'éviter les escalades d'agressivité, les escalades impulsives et coercitives, ce qui est déjà pas très simple pour les familles, mais justement de ne pas répondre par de l'agression ou de l'agressivité ou de l'impulsivité en retour. Et après, pour apprendre à gérer l'impulsivité, quand c'est vraiment quelque chose de très fort, et selon l'âge de l'enfant et sa motivation, il peut y avoir des stratégies comportementales intéressantes qui peuvent être proposées. Donc là, c'est ce qu'on disait. En fait, nous, ce qu'on a voulu dire par rapport aux psychothérapies, c'est que elles n'étaient pas du tout la panacée dans le TDAH, parce que souvent, on a quand même sur le territoire, il y a beaucoup d'approches où on va dire TDAH égale psychothérapie. Donc non, c'est pas notre propos. Après, selon les troubles associés, troubles anxieux, impulsivité, régulation émotionnelle, etc., ça peut être indiqué. Mais là aussi, il faut vraiment prendre en compte l'attente de la famille et la motivation du jeune, parce que c'est pas tout que de vouloir le voir en psychothérapie. S'il n'y a pas de motivation au changement, on sait que ça mènera à rien, et donc c'est pas la peine de faire perdre du temps et de l'énergie. Donc là, pour répondre à cette question de l'impulsivité, oui, ça se travaille. Il y a même des données sur un peu tout ce qui est méditation pleine conscience, mindfulness, qui sont plutôt vraiment chez les grands ados, on va dire, plutôt que chez les plus jeunes. Mais parfois, quelques techniques d'inhibition peuvent être intéressantes à développer. Mais j'insiste là aussi sur la part environnementale et familiale, de pas rentrer justement dans la boucle de l'impulsivité, de l'escalade émotionnelle, comme ça peut être le cas assez facilement avec ces enfants. Merci. Question peut-être pour Olivier, c'est le lien entre TDAH et trauma, donc les violences intrafamiliales, le psychotraumatisme. Est-ce qu'il y a des liens, un recours de symptômes? Alors, il y a tout à fait des liens. D'abord, il y a des liens parce que le comportement au quotidien d'un enfant TDAH, dont on vient de dire qu'il a des retours souvent négatifs, favorise, on va dire, un environnement dans lequel, effectivement, il peut y avoir un certain nombre de traumas, d'agressivité familiale ou extérieure auxquels il va être confronté. Ça, c'est déjà un premier élément. Ça favorise. Ça veut dire que ce n'est pas tous les cas, mais ça peut arriver. Et par ailleurs, les études le montrent très bien, dans le parcours des enfants avec TDAH, il y a plus d'enfants qui ont, que par rapport à la population générale, qui peuvent avoir subi un certain nombre de traumas divers et variés. Maintenant, ça dépasse un trouble qui est généré par le trauma. Ça, on l'a mis assez bien en évidence. Ce n'est pas le trauma qui ensuite génère un trouble. De ce point de vue-là, je voudrais rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit, et ce qui est valable un peu sur les écrans, mais ce qui peut être valable sur d'autres choses, par exemple le sucre qu'on a évoqué. Il peut arriver que certaines situations, on a tous eu, tous ceux qui ont des enfants savent bien que vous avez à un moment donné des enfants qui ont regardé pendant 2 heures la télé, ou des enfants à qui on vient de donner 3 glaces et qui viennent de se recharger un peu en sucre, qui ont un comportement pouvant paraître d'une certaine hyperactivité motrice ou psychique, d'une certaine distractibilité qui pourrait avoir l'air ou ressembler à une forme de TDAH. Sauf que c'est des comportements qui ne durent pas dans le temps. Le TDAH, c'est une pathologie chronique, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc ça n'est pas parce qu'un événement ou une situation provoque de manière transitoire, courte, un comportement pouvant un peu être équivalent, que
que c'est nécessairement un TDAH. Ce qui a pu amener un certain nombre de confusions entre les causes et les effets. Et donc, il faut toujours raison garder. C'est un trouble du neurodéveloppement, c'est donc un trouble chronique. L'enfant a donc le plus souvent ce trouble attentionnel. Il peut le masquer, le compenser, comme l'a très bien dit Nathalie, dans des situations, mais au prix d'un effort et d'une fatigue importante, qu'on va retrouver après chez l'adulte avec le burn-out. Et c'est des gens qui se surstimulent en permanence pour arriver à y arriver et qui, au fond, après, s'épuisent de cette façon. Donc, on peut avoir cette fluctuation de symptômes par la compensation, mais c'est avant tout des symptômes chroniques. Et toutes les choses qu'on a pu trouver qui déclenchent ces symptômes sur des durées courtes ne sont pas des causes de TDAH. Merci. Une question pour Aude Charolais. Le TDAH est classé dans les troubles du neurodéveloppement. Est-ce qu'une évolutivité est possible au cours du développement de l'enfant? C'est-à-dire l'évolution au cours du développement de l'enfant de ce trouble. Sur un plan pédiatrique, développemental, comme on en a parlé, en fait, si on voit ces symptômes justement d'agitation, d'impulsivité avant 2 ans, c'est bien que la persistance en fait de ces comportements rende compte en fait globalement d'une dysmaturité en fait de ce frein, de cette attention soutenue qui se met pas en place comme la plus grande proportion des enfants. Et du coup, on peut s'en apercevoir plus finalement dans ce qu'il fait au cours de ces apprentissages, qui peuvent être simplement en fait la conséquence de cette impulsivité et inattention. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure de la guidance et de ces apprentissages, comme notamment le langage, l'argumentation ou le langage écrit, eh bien, on va l'aider à aussi tenir son attention plus longtemps, à tenir son écriture plus longtemps, parce qu'on voit finalement progresser au fur et à mesure, même si il reste avec son TDAH, on voit des progrès. Donc, ça veut dire que finalement, même si la difficulté reste par rapport à ses pairs du même âge, eh bien, il a quand même progressé au fur et à mesure de ses acquisitions. Donc, je crois que ça avait été documenté il y a très longtemps sur des IRM fonctionnels en mesure. Finalement, on voyait la répartition qui se modifiait, mais qui restait décalée par rapport aux marqueurs des enfants d'un âge équivalent. Donc, il y a un progrès, il y a une maturation, il y a un circuit qui se met en place, mais qui reste très souvent décalé. Merci. Alors, une question plutôt pour Virginie Degré. On a mentionné qu'il fallait un examen psychiatrique minimal. Cela signifie-t-il que tous les enfants doivent consulter un psychiatre? Il n'y a pas de pédopsychiatre ou de CMP inaccessible dans ma ville. Comment faire, Virginie? Eh bien, comme l'a bien dit mon collègue, le docteur Bonneau, l'examen psychiatrique peut être mené par d'autres médecins que les psychiatres, à savoir les pédiatres, les médecins généralistes, et on est tout à fait formé aussi à réaliser ce type d'examen. Et d'ailleurs, le guide qui a été réalisé dans les recommandations l'explique bien et détaille aussi les éléments à rechercher. Et pour ma part, je réalise cet examen psychiatrique dans mes consultations. Merci. Je rajoute que les médecins, les médecins généralistes, par exemple, tapent des réflexes, écoutent le cœur, ce qui pourrait être considéré comme un examen cardiologique ou un examen neurologique. Ils peuvent faire tout à fait la même chose pour un examen psychiatrique qu'on a appelé de base pour ne pas effrayer, mais qui est tout à fait dans les connaissances minimales, dites maintenant de rang A, que doivent connaître tout médecin qui a fait ses études de médecine. Alors, toujours dans le diagnostic, quelle est la place de l'examen neuropsychologique? Qui répond? Alors, on a répondu, la place de l'examen neuropsychologique. Alors, l'examen neuropsychologique est un examen, est un bilan, l'évaluation est un examen psychologique. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle normalement. Et puis à l'intérieur, il y a évidemment plusieurs aspects qu'il peut avoir. Il est essentiel devant chaque point d'appel. Si vous avez un problème, une interrogation sur le niveau cognitif d'un enfant, si vous avez une interrogation sur un déficit mnésique et même autre, vous pouvez l'évaluer. Vous avez besoin ou des fonctions cognitives ou des fonctions exécutives, vous pouvez faire un bilan neuropsychologique. Dans la prise en charge du patient, c'est-à-dire au moment, pour un enfant qui a un TDAH, à un moment donné ou à un autre,
il est important d'avoir un bilan neuropsychologique parce que c'est un élément important de son évaluation. Pour les cas les plus complexes, il est probablement, c'est-à-dire ceux qui ont un autre trouble du neurodéveloppement associé nécessitant par lui-même un examen ou un bilan neuropsychologique, il faut le faire aussi. Ce que nous avons voulu dire, et qui a fait un peu parler, c'est que le bilan neuropsychologique n'est pas nécessaire pour faire le diagnostic de l'essentiel des TDAH, des individus avec TDAH, parce que le diagnostic clinique est suffisant, comme il l'est dans la plupart des troubles dont on s'occupe en général. Et ça, c'est un élément important pour deux raisons. Une raison qui est réelle, c'est-à-dire qui fait que le diagnostic est clinique et se fait de façon clinique, mais partout dans le monde de cette façon. Et donc, on peut le faire. Et une raison qui est pratique, qui est qu'il n'est, pas nécessaire d'attendre d'avoir un bilan psychologique. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'un médecin formé ne doit pas se dire « Ah bon, ben moi, je pense qu'il a un TDAH, mais je vais attendre le bilan psychologique pour faire le diagnostic. » Non, il peut faire le diagnostic sans le bilan, pour la plupart des TDAH. Et deuxièmement, c'est aussi un élément important à contrario, pour que les gens ne se précipitent pas pour aller faire un bilan psychologique, d'une psychologue qui connaît très bien le TDAH et qui malheureusement, parce que nous sommes en France, les psychologues ne font pas de diagnostic, disent moi je ne peux pas faire le diagnostic de TDAH, et qu'à ce moment-là, les gens attendent désespérément d'aller voir un neuropédiatre et ont perdu du temps. Donc non, ce n'est pas dans ce sens-là, on va voir un médecin, et c'est pour ça que c'est ouvert à tout médecin, qui fait le diagnostic, qui ensuite juge, en fonction des situations telles que je viens de le dire, s'il fait ou pas un bilan neuropsychologique tout de suite, s'il attend un peu, ou s'il le fait en temps où ce sera possible pour l'enfant. Donc, c'est un élément important. C'est un élément important pour la prise en charge. C'est un élément important de toute façon, mais ça n'est pas un examen nécessaire pour faire le diagnostic de TDAH en France comme dans le monde entier. J'essaie d'être clair sur le sujet parce que je sais que c'est un sujet compliqué, donc c'est un peu péremptoire de le dire comme ça, mais c'est vraiment conforme à nos recommandations, mais à l'ensemble des recommandations à travers le monde, dans tous les pays, et c'est vraiment important qu'on le dise clairement. Il y a une question aussi sur la place du bilan orthoptique, et on nous reproche un peu de ne pas avoir trop insisté là-dessus. Olivier. Alors, je pourrais répondre un peu de la même façon. Le bilan orthoptique est devenu... Alors, moi, je m'intéresse particulièrement aux troubles neurovisuels. Donc, je connais l'importance du bilan orthoptique et de l'examen neurovisuel, qui sont deux choses différentes. Il y en a un, c'est plutôt les mouvements. L'autre, c'est quand même un peu la façon dont les stratégies exploratoires visuelles. C'est un examen qui peut être essentiel. Il est notamment essentiel dans tous les troubles du développement des coordinations, où là, c'est carrément, si on avait fait une recommandation sur ce sujet, oui. Il n'est pas nécessaire et obligatoire dans tous les cas de TDAH. Je rappelle que le TDAH, c'est 5% de la population générale. Tous n'ont pas besoin d'avoir un bilan orthoptique qui n'apporte rien au diagnostic d'un TDAH qui n'aurait, dans l'idée, qu'un TDAH et qui serait un TDAH simple, comme le sont quand même beaucoup de TDAH, ceux qu'on voit le plus communément. Il se trouve que notre pratique, à nous qui sommes ici, qui sommes un peu spécialistes, est de voir des TDAH complexes, pour lesquels je demande très fréquemment des bilans orthoptiques et des bilans neurovisuels, des évaluations neurovisuelles, car je sais qu'ils sont associés à un certain nombre de troubles du développement des coordinations ou à un certain nombre d'autres troubles 10. Mais pour beaucoup d'autres individus avec TDAH, il n'est pas nécessaire d'avoir un examen orthoptique qui n'apporte rien pour faire le diagnostic. Merci. Question. Alors, plusieurs questions pour Virginie Desgrès. C'est sur la prescription du médicament, donc les prescriptions initiales par des médecins généralistes qui ne sont pas des spécialistes autorisés. Et où est-ce qu'on en est de cette recommandation et de son application? Voilà. Il faut réexpliquer ce que vous avez déjà dit. Alors, je vais réexpliquer. Aujourd'hui, c'est un gros travail qu'on va réaliser. On n'a pas de visibilité au niveau temporel de savoir quand on va avoir cette possibilité. Je l'espère de tout cœur rapidement. Je l'espère en 2025. En tout cas, on y travaille avec plusieurs... on y travaille tous ensemble. D'ailleurs, la délégation ministérielle au TND est avec nous, c'est-à-dire qu'elle nous soutient dans cette démarche. Étienne Pau l'a bien redit.
que c'était important qu'il puisse y avoir l'application pratique des recommandations de l'HAS, c'est-à-dire la possibilité de primo-prescription par des médecins formés au TDAH, dont les médecins généralistes. Donc aujourd'hui, on est en train de trouver des modalités pratiques de l'application de ces recommandations, à savoir déterminer la formation qui sera validante pour être médecin formé au TDAH. Et ça sera un travail qui sera réalisé entre le Collège de la médecine générale et les pédopsychiatres et neuropédiatres. Et ensuite, suite à cette formation validante, on va travailler avec l'Agence du médicament pour déterminer si les conditions de formation sont des choses qu'ils peuvent reconnaître pour valider cette qualité de prescription. On a des pistes de travail, mais pour l'instant, on ne peut pas dire c'est possible, ça va être applicable. Donc, mais on y travaille. Ce sera très certainement, les DU, TND et TDAH seront très certainement des formations validantes, mais je ne peux pas vous l'affirmer aujourd'hui. On n'a pas encore déterminé ça ensemble. Voilà. Mais il y a un point, Oui. point réglementaire qui est de la réglementation, les RCP des médicaments qui doivent être révisés pour que les médecins généralistes puissent aussi prescrire. Donc, il y a des points réglementaires qui vont demander un petit peu de temps avant d'être revus et qui dépendent pas que de la HAS, mais de d'autres instances. Exactement. Et il faudra changer la loi d'ailleurs. Il y aura des propositions d'articles de loi pour changer la condition de prescription. Ce sera probablement ce qui sera proposé. Alors, au passage, je vous rappelle que c'est ce qui a été fait, par exemple, pour les troubles du sommeil, dont un certain nombre de traitements médicamenteux sont réservés à des gens qui ont une formation spécifique, dont des médecins généralistes. Et par exemple, moi qui n'ai pas de formation spécifique en troubles du sommeil, en tant que psychiatre, j'ai des médicaments que je ne peux pas prescrire. Mais les médecins généralistes peuvent le prescrire avec cette formation. Donc, ça existe, ça s'est déjà fait, mais ça va prendre du temps. C'est probablement le modèle d'orthogénie qu'on prendra, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a un peu évoqué, le modèle de la possibilité de prescrire des médicaments sous couvert d'avoir une convention avec un centre, justement, ressources, comme ce que font les médecins qui font de l'IVG médicamenteuse. Merci. Une question un peu différente. Il y a plusieurs questions sur le lien et la prise en compte du VIH par l'éducation nationale. Et les médecins de l'éducation nationale le prennent en compte par l'école, qui souvent ne reconnaît pas ce trouble. Comment faire pour aider ces enfants et leurs parents dans la prise en compte par l'éducation nationale de ce TDAH? Qui c'est qui peut répondre là? C'est peut-être à plusieurs voix. Là. Christine, Virginie. Alors, je veux bien me lancer. Quand les questions sont délicates, je vois bien. Alors, pas le président pour rien. Non, mais premièrement, et en corollaire, sur toutes les questions concernant l'éducation nationale, il n'y a aucune généralité à faire, effectivement. Il y a énormément maintenant d'enseignants qui sont formés sur les 10, sur le TDAH, et qui essayent au mieux d'adapter les méthodes pédagogiques aux enfants quand ils le peuvent. Ça, c'est une première chose. Mais ce qui est certain, c'est que le lieu d'environnement scolaire est un lieu qui est compliqué pour les enfants qui ont un TDAH, parce que c'est évidemment un lieu qui nécessite une attention soutenue pendant une durée assez longue et, on va dire, un certain calme sur le plan psychomoteur. Donc, l'agitation motrice et la difficulté d'attention et la distractibilité sont évidemment dans le milieu scolaire, sont évidemment des handicaps importants. D'ailleurs, c'est un handicap. Ça veut dire que ça nécessite un certain nombre d'adaptations. Aujourd'hui, et peut-être, alors Christine Gétin a dû se déconnecter, j'imagine, mais enfin, je ne la vois plus. Mais les associations de parents, et en particulier Hyper Super, mais TDAH partout pareil, ou d'autres associations, travaillent beaucoup sur ces questions. On fait un certain nombre de livrets qu'on peut également trouver d'abord, il y a le livret de la HAS, on peut trouver ça un peu partout. Il y a notre collègue Richard Delorme à Robert Debré qui a un site qui s'appelle Clepsy, qui est super bien, dans lequel il y a des petites fiches qu'on peut aussi donner aux enseignants. Et donc, en fait, il faut aller parler avec les enseignants et leur expliquer. Les enseignants référents sont de mieux en mieux formés là-dessus
pour adapter. Et dans les adaptations, il y en a quelques-unes qui sont un peu évidentes. Un, effectivement, pas se mettre dans un endroit où vous êtes à côté de la fenêtre où c'est ultra distractible. Ça paraît de simple. Et deux, effectivement, la question de la reformulation. C'est-à-dire que si vous avez du mal à relire en permanence, enfin à lire un texte parce que vous êtes distrait en permanence, demandez à l'élève de reformuler le petit énoncé ou autre, prendre un peu de temps avec lui. Donc il y a un certain nombre comme ça de conseils aux enseignants qui sont distribués et qu'il faut aller motiver par rapport pour les enseignants qui ne seraient pas au courant. Mais les enseignants référents sont formés maintenant au TDAH et on intervient, Nathalie le fait, je le fais, auprès de l'Éducation nationale pour améliorer la formation. C'est normal, la formation des enseignants n'est pas très différente de la formation des médecins ou de la formation d'un grand nombre de professionnels de l'enfance qui, pendant des années, n'ont pas beaucoup appris sur le TDAH, c'est exact. Et donc, c'est aussi pour ça que maintenant, on fait plus d'efforts pour la formation, y compris en première année de médecine, enfin, dans les premières années de médecine, pour que tout le monde soit formé au TDAH. Merci. Il y a plusieurs questions sur le PEHP, c'est-à-dire les programmes d'entraînement aux habilités parentales, et c'est plutôt Nathalie Franck. Donc, en nous posant bien de réexpliquer ce que le PEPH, et surtout, je pense qu'il y a des problèmes d'accès à ces PEPHP. Comment peut-on faire pour y accéder? Voilà. Alors, c'est un grand chantier qui est en cours actuellement avec la délégation interministérielle de l'autisme et troubles du neurodéveloppement, justement pour savoir comment on va pouvoir généraliser cette offre de soins sur le territoire, peut-être par l'intermédiaire des PCO, peut-être, mais en tout cas, elle devrait faire partie de la première ligne systématique qui peut être proposée aux familles, c'est-à-dire que toute famille à qui on pose un diagnostic de TDAH devrait être accompagnée de façon spécifique. Ce n'est pas encore le cas. Le fait qu'on ait pris l'option de proposer aussi des formes en visio, ça va peut-être faciliter l'accès aux soins. Et on espère aussi qu'avec ces recommandations, on aura de plus en plus de professionnels intéressés pour se former. J'ai vu des questions sur le chat de justement qui peut les faire, qui peut les animer aujourd'hui. Ça peut être donc nous, psychiatres, mais ça peut être vraiment les psychologues, psychomotriciens, éducateurs, orthophonistes, ergothérapeutes. En fait, il n'y a pas vraiment de restrictions. Après, c'est une histoire aussi sur les modalités de financement qui ne sont pas encore très claires et qui doivent être établies. Mais toutes les personnes qui ont l'habitude de travailler avec les enfants avec TDAH peuvent se former pour animer ces programmes. Donc, vraiment, il n'y a pas de restriction qui a été posée sur les professions qui sont aptes à le faire. Il faut vraiment s'intéresser et avoir une clinique du TDAH, je dirais, enfin une activité clinique avec ses enfants et leurs familles. Et on espère vraiment que ça va pouvoir se développer à large échelle dans le pays et que la visio va pouvoir faciliter les choses dans un premier temps, parce que c'est quand même un modèle qui n'est pas un modèle dégradé pour en faire beaucoup au CHU de Montpellier et avoir fait aussi beaucoup de présentiel. On a l'impression que ça répond quand même bien aux demandes des familles dans le fait de faciliter les choses, dans des emplois du temps déjà très chargés, avec des enfants qui ont beaucoup de contraintes et de rééducation. Donc voilà, donc c'est ces programmes-là. On a voulu vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est pas pour dire que les autres choses ne doivent pas être faites, mais ça, c'est quand même pour nous un préalable à toute autre approche. Donc, on espère vraiment que ça va pouvoir se développer. Et je pense qu'il y a les choses vont bouger dans les prochains mois. D'accord. Une question qui revient souvent, quelle est la place de la sophrologie? Y a-t-il une place pour la sophrologie? Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une place pour beaucoup d'approches. La question, c'est de savoir quel est le niveau de preuve. En fait, nous, on s'est appuyé sur la littérature, sur les essais randomisés contrôlés, voir quel était le bénéfice sur tel et tel symptôme, etc. C'était une démarche rigoureuse par rapport à ça. Après, moi, dans ma pratique clinique, j'ai beaucoup de parents qui vont me faire des retours d'approches en sophrologie qui ont pu aider leurs enfants sur la gestion des émotions, en sophrologie ou autre, etc. J'ai vu des questions aussi sur le neurofeedback, dont on parle beaucoup, qui a été très à la mode. C'est pareil, on n'a pas de niveau de preuve suffisant aujourd'hui pour le mettre dans un schéma ou dans un algorithme de recommandation. Et pour autant, on peut avoir des témoignages, ça n'empêche pas de retours positifs, etc. Donc l'idée, nous, on a voulu mettre en avant ce qu'il y avait un niveau de preuve suffisant.
il faut bien reconnaître qu'après, chaque famille peut aussi avoir ses propres préférences, sa propre culture, les choses qui vont mieux leur correspondre, etc., et qui vont être plus efficaces aussi pour eux, pour leur enfant. Et il faut toujours rester à l'écoute de tout ça. Ça dépend aussi de la façon dont les choses sont faites. Donc, toutes les approches peuvent être intéressantes. Mais nous, ce qu'on voulait dire surtout, c'était qu'il fallait d'abord accompagner les parents, que c'était essentiel pour nous. Et je le redis parce qu'on sait que ce n'est pas fait partout et que c'est aussi pour ça qu'on incite. Beaucoup de parents décrivent des années de suivi pour leur enfant avec TDAH sans qu'ils aient été presque reçus. L'enfant qui va en taxi à l'hôpital de jour, qui en revient, et en fait, on ne sait pas, ils ne sont pas reçus, on ne les écoute pas. Donc, c'est un problème aujourd'hui. Il faut pouvoir accompagner les parents. Et ensuite, dans notre démarche, c'était d'insister sur tout ça, mais bien sûr, il peut y avoir des expériences très, très variables. Donc, c'est la sophrologie en fait partie, comme la méditation, comme des tas d'approches qui peuvent être intéressantes aussi. Merci. Il y a des questions sur les questionnaires, Olivier. Quels sont les questionnaires ayant des normes françaises? J'ai eu une question aussi pour ça, si le CONERS était vraiment validé en France. Le CONERS, oui. Alors, en fait, j'ai dit un peu sur la place des questionnaires, ce qui me semblait important. Le questionnaire, il y a beaucoup de... Le questionnaire en psychiatrie, il aurait pour objectif de rendre objectif quelque chose qui semblerait subjectif. Voilà. Et on se dirait, bon, bah, parce que j'ai coché tout un tas de trucs, j'aurai un certain nombre de choses. Il y a un gain important dans le questionnaire, en particulier quand on n'est pas, qu'on ne fait pas du TDAH du matin au soir et depuis une grande expérience, et on peut avoir besoin d'un certain nombre, en tout cas, de questionnaires qui permettent ou d'échelles d'évaluation qui permettent de prendre en compte l'ensemble de l'enfant. Donc, il y a une place pour ça, c'est une aide importante, ça n'est pas obligatoire, donc recommandé dans le sens obligatoire de passer ce type de questionnaire. Et puis, il y a un certain nombre d'échelles, pardon. Et puis, il y a un certain nombre de questionnaires qui peuvent être distribués, en particulier à l'entourage. C'est le cas du CONERS en particulier. On va avoir, ou de la DIDA, qu'on va pouvoir envoyer aux enseignants et faire coter par les parents. Et là, ça permet d'avoir une approche de ce qui se passe et de ce qui est vu par l'enfant lui-même, ça on le sait, par les parents et par les enseignants. Parce que ce qui est important pour faire le diagnostic, c'est quand même d'observer le comportement de l'enfant dans différents types d'environnements. On n'a pas un TDAH que dans un seul environnement. Donc, il faut quand même qu'il soit présent dans plusieurs environnements. Et donc, du coup, c'est une aide importante. Voilà. Mais sinon, comme toujours, c'est un diagnostic clinique. Merci. On prend une dernière question. C'est pour Aude Charolais. Est-ce que vous connaissez les formations qui existent pour les pédiatres qui souhaiteraient se former au TDAH? Alors, les formations actuelles sont pour le DU de troubles du neurodéveloppement, en fait, qui est une évolution, en fait, une particularité dans le DU de neuropédiatrie qui a créé depuis 5 ans maintenant, en fait, un DU pour le trouble du neurodéveloppement, au moment où finalement on a appelé ça trouble du neurodéveloppement, et c'est pas spécifiquement pour les TDAH, mais ça forme les participants, il n'y a pas que des pédiatres, au trouble du neurodéveloppement et au TDAH. Et c'est la compréhension, en fait, de cette dysmaturité, en fait, sur le plan vraiment attentionnel, gestion, en fait, des parties, on pourrait dire, des particularités cérébrales préfrontales, frontales, en fait, qui fonctionnent différemment. Avec, on a dit, une immaturité. En fait, c'est plutôt une dysmaturité parce que, on l'a déjà dit, en fait, il progresse, mais il reste avec un fonctionnement particulier. Donc, moi, je vais parler du DU. Je pense qu'il y a d'autres formations pour porter des diagnostics de TDAH. Mes collègues en ont parlé. Je parle du côté neuropédiatrique, pédiatrique. Et puis, il y a des formations internes dans chaque société savante, je crois, sur le plan pédopsychiatrique et sur Medier aussi. Donc,
Oui, il y a des formations. Et pas que pour… Il y a du DPC, hein, pas mal aussi. Hein. Je me permets d'intervenir. Oui, des formations continues. Très bien. Il y a la formation médicale continue qui est effectivement très importante dans ce domaine et dans le trouble du neurodéveloppement. On a un article sur notre site dans lequel on essaie de répertorier toutes les formations type diplômantes, DU, DIU, qui existent. Si nous n'en avons pas répertorié, il faut nous indiquer, il faut nous le dire, comme ça on le mettra. Le but est de diffuser au maximum ce qui existe. Merci à tous. Je pense qu'on va arrêter là le webinaire. Je suis désolé, on n'a pas répondu à toutes les questions. Loin de là, il y en a encore beaucoup auxquelles on ne peut pas répondre. Voilà. Nous vous remercions. On avait été très nombreux à assister à ce webinaire. On a été plus de 4400 à un moment. 4006. Jusqu'à 4006. Voilà. Le replay et la présentation seront disponibles dans les prochains jours sur le site de l'HAS et vous recevrez une alerte par mail. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour répondre à notre questionnaire de satisfaction. Alors, toute l'équipe de l'HAS et tous les participants vous souhaitent une agréable soirée et journée pour ceux qui sont dans les départements d'outre-mer. Et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Au revoir.